Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voile. 83e jour de compétition sur ce Vendée Globe. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. J'ai assez peu d'infos au final sur cette journée. Alors, on va parler un petit peu du classement. Et puis on fera un point sur la météo. Et puis les dates d'arrivée également sur ce Vendée Globe. Et notamment Romain Attanasio qui devra arriver demain. Si tout va bien et si tout s'enchaîne bien jusqu'à l'arrivée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, pour ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme en ce moment. Fin du Halou-la-Tour, demain il y aura le Grand Prix de la Marseillaise, la première manche en France. De Coupe de France également. Et puis, si vous souhaitez me soutenir, bien, soit vous faites un super thanks, c'est dans les commentaires, ça c'est seulement si vous avez les moyens, ou soit vous cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dès que vous voyez une vidéo qui sort, et vous essayez de cliquer rapidement, comme ça elles sont plus mis en avant par YouTube. Allez, on commence tout de suite avec ce Vendée Globe, et on va prendre le classement à l'envers, tiens, aujourd'hui, pour modifier un petit peu les vidéos. Ça nous permettra de parler de certains concurrents peut-être un peu plus en profondeur. Toujours une grosse bagarre entre Denys Van Wijnberg, Fabrice Amédéo et Emmanuel Cousin. Pourquoi grosse bagarre? Parce qu'il y a 150 000 à peine, même moins, entre Emmanuel Cousin et Denys Van Wijnberg. Alors je rappelle que Denys Van Wijnberg est plus proche de la route idéale en ce moment que ses petits compères. Mais ça veut dire qu'il a fait une petite remontée quand même. Le Belge, en prenant cette route intérieure, qui me semble-t-il est un petit peu meilleure. Quand on regarde, il a des vitesses qui sont certes pour le moment un petit peu plus faibles, mais j'ai l'impression que ça pourrait être pas mal dans les heures à venir avec un vent de 3/4 face qui serait plutôt pas mal. Même si encore une fois il faut se méfier, on n'est pas trop loin de Cabo Frio et on a vu que parfois les fichiers météo ne correspondaient pas à la réalité. Mais Denys Van Wijnberg qui pensait avoir perdu ses petits camarades quand il était arrêté il y a quelques jours, il était quasiment à l'arrêt, il avait même reculé à cause de la houle, et bien là en ce moment il est en train de faire du très très bon travail avec D'Ieteren Group. Ça montre également que son bateau est encore en capacité de performer du côté du skipper belge. Et surtout quand on regarde où nous met son arrivée vers le 28 février, nous sommes donc à 83 jours de course, on rajoute 20 jours, ça nous fait 103, 103 plus 8, ça nous ferait 111 jours de course. Voilà, s'il arrive le 28. Ce qui serait plutôt pas mal, hein, parce qu'à 111 jours, à une époque, tu gagnais le Vendée Globe, mais ça nous faut que tu faisais au moins top 3, mais ça nous donnerait un 111 jours, un truc comme ça, du côté de Denys Van Wijnberg. Ça peut encore énormément se modifier, hein, parce qu'on est au large de l'Argentine, là, hein, plus que du Brésil, et on est encore loin de l'arrivée, hein, il reste encore 5000 milles à faire, mais ça nous donnerait donc au maximum, parce que je pense que l'arrivée c'est au maximum le 28 février, ça nous donnerait ça en termes de vitesse, donc vraiment bien ce qu'a fait Denys Van Wijnberg, ce qui voudrait dire que dans 4 ans, avec une ligne d'arrivée qui se fermera au niveau de la performance de Denys Van Wijnberg, on aurait peut-être des concurrents hors délai si les projets ne sont pas suffisamment aboutis. Donc oui, il faudra quand même mettre un petit peu de niveau, hein, pour les concurrents s'ils veulent aller au bout, avec donc Denys Van Wijnberg, D'Ieteren Group et ses petits camarades, c'est-à-dire Fabrice Amédéo et Manuel Cousin, qui sont pas très loin à côté, hein. Manuel Cousin avec coup de pouce, Fabrice Amédéo avec Nexans V-Wiz, et on voit des vitesses assez équivalentes. Là aussi l'écart s'est réduit entre les deux, hein. On est pas très loin, 3 et 4, ça fait 7, voilà, 70 000, moins de 70 000, donc ça reste très serré. Ce groupe-là, on peut encore avoir des changements de position dans ce groupe-là, vu encore la distance qu'il va falloir parcourir. Deux concurrents autres vont passer peut-être leur dernière nuit
dans l'hémisphère sud. C'est le cas de Jin Kun-Chu et d'Oliver Air. Jin Kun-Chu qui a essayé de se refroidir au maximum avec tout ce qu'il pouvait, petit ventilateur, petite douche d'eau, parce que il disait il fait extrêmement chaud dans le bateau sur Sing Chain Team AQ, et c'est vrai, hein, on est au niveau de l'équateur. Surtout que là, eux, ils passent en février. Donc en fait, on est quasiment... c'est comme si on était en août. Donc on est quasiment aux températures les plus élevées de l'année. En février au Brésil, parfois il peut faire quasiment 50 degrés en ressenti, voire plus. Donc on est sur des conditions de température assez importantes, même si on est en mer. 28 degrés, c'est pas anodin. Plus l'humidité, hein, je rappelle qu'on est proche de l'équateur, donc avec un taux d'humidité encore une fois à 80-90%. C'est loin d'être évident, parce que le problème de l'humidité, c'est que c'est comme l'air qui est lourd. Vous savez, quand il y a un orage l'été, eh bien, ça veut dire que vous avez beaucoup de mal à transpirer au niveau des pores de la peau. Et comme vous avez du mal à transpirer, vous êtes en surchauffe, parce que la transpiration, en fait, c'est ce qui permet de réguler la température du corps. Et quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air, c'est très dur de transpirer. Et donc Jin Kun-Chu a du mal, et pourtant je suis en train de me dire, en Chine on a des lieux, des endroits qui sont très humides et avec beaucoup de chaleur, mais il ne doit pas faire aussi chaud la large du Brésil, parce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu humides, mais puis c'est peut-être pas là où vit Jin Kun-Chu toute l'année. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Et puis il faut se rappeler les variations de température. Il y a encore une semaine, il faisait 15 degrés, ils avaient des manteaux. Donc c'est sûr que la variation de température est assez importante pour les concurrents. Oliver Air, lui, remonte aussi pour le moment. Et donc c'est bon, les deux prochains à franchir l'équateur. Des vitesses assez équivalentes entre les deux. Et une distance de 120 000. Donc là aussi, c'est assez serré. Pour le moment, 110, 120 000 entre les deux, et des vitesses équivalentes pour le moment, avec peut-être un Jin Kun-Chu qui arrivera à générer plus de vitesse dans les alizés d'Atlantique Nord, mais il ne faudrait pas négliger un Oliver Air qui est plus habitué à ces mers-là que Jin Kun-Chu. L'Atlantique, c'est pas la spécialité de Jin Kun-Chu, donc on verra comment ça se passera entre les deux, parce que Jin Kun-Chu n'avait pas forcément fait une très bonne descente de l'Atlantique à l'aller. Donc il va continuer à apprendre sur cet océan-là. Antoine Kornik, lui continue sa route. Il a quitté le poteau noir. Ça, c'était hier du côté d'Antoine Kornik avec Human Immobilier. Bien désormais, il poursuit sa remontée. Alors Eric Bellion l'a un petit peu largué dans l'affaire. Ça fait qu'il va se retrouver de nouveau seul, mais c'est pas comme si ça fait très longtemps qu'Antoine Kornik est souvent seul. Le concurrent d'Human Immobilier, à part Jin Kun-Chu, à un moment qu'il l'a accompagné, il a souvent été en solitaire, à part en début de course, mais c'est vrai, dans les mers du Sud, il a souvent été en solitaire. Puis je pense qu'il regardait pas trop les performances d'Eric Bellion, parce qu'Eric Bellion, je rappelle, c'est le sister ship de Jean Le Cam. Antoine Kornik a le bateau le plus âgé. Il y a quand même une différence de niveau entre ces deux bateaux. Et c'est vrai que j'ai même lu ce matin une interview de Charlie Dalin, pour tout vous dire, après son arrivée à Concarneau, qui disait « Eh bien, je ne sais pas encore si je vais repartir, mais je me dis, pour un prochain Vendée Globe, il dit le prochain Vendée Globe, il pense que l'intelligence artificielle va énormément apporter à la conception des bateaux, qu'on pourra tester pas mal de choses avec l'intelligence artificielle avant même de construire les bateaux, et que ça pourrait changer encore la donne pour les écuries de pointe et peut-être faire gagner encore énormément de performances. Et il disait, en tant qu'ingénieur, parce que je rappelle qu'il est ingénieur de formation, c'est quand même alléchant. Il se posait la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas là où il y a le plus de spectacles aujourd'hui, la classe IMOCA? C'est vrai que les ultimes, par exemple, ça va vite, mais on n'a pas de densité au niveau des bateaux en ultime parce que ça coûte cher. C'est très dur de monter des programmes et des bateaux neufs. Donc aujourd'hui, vous avez 3-4 bateaux qui tiennent un peu la bourre, et encore, on a quand même Gitana qui jusqu'à maintenant était au-dessus. C'est vrai que là, Antoine Kornik disait avec ça, pas Antoine Kornik, Charlie Dalin disait ça c'est quand même intéressant. Et il stat, il sait pas encore, il réfléchit, mais il disait intelligence artificielle, ça va quand même peut-être vachement aider à la conception des bateaux, parce que la génération précédente, on était en 2020-2021, l'intelligence artificielle existait déjà. De toute manière, elle existe déjà dans les jeux vidéo depuis très longtemps, mais c'était pas au niveau qu'elle a atteint aujourd'hui. Et c'est vrai que ça pourrait
faire des grosses évolutions de performance et ça pourrait faire également réfléchir les équipes à savoir quand sortir le bateau. Est-ce qu'il faut le sortir plutôt en début de cycle, c'est-à-dire dès l'an prochain, ou je dirais début 2027, ou est-ce qu'il faut plutôt attendre un peu plus tard, 2027, mais quitte à avoir des soucis de fiabilité? C'est une vraie réflexion qu'auront les équipes, je pense, dans les années à venir. On continue avec Arnaud Boissière. Toujours pas abandon du côté d'Arnaud Boissière, mais quand même, la route là, il fait route vers les Antilles. L'abandon n'a pas encore été indiqué, mais bon, de toute manière, s'il fait route dans les Antilles, imaginons qu'il essaye de faire un mât de secours un peu évolué au large des Antilles, ça veut dire qu'ensuite, il aura encore plus de 3000 milles à faire. Et pour atteindre déjà les Antilles, je pense que ça va lui prendre une dizaine de jours. Ça veut dire qu'on sera jour 93. On sera donc le 10 février. Il restera un mois pour faire la suite. Ça me semble compliqué. Donc pour l'instant, ils n'ont toujours pas annoncé abandon. J'ai quand même l'impression qu'on se tourne vers un nouvel abandon sur ce Vendée Globe du côté d'Arnaud Boissière. Parce que là, c'est pas la route idéale. Je vois difficilement quelle idée il y aurait d'aller vers les Antilles et ensuite de remonter dans du vent fort. Normalement, quand tu es dans cette situation-là, tu essayes plutôt de faire le chemin le plus court. Donc là, ouais. Je pense que ça sera un abandon. C'est quand même dommageable que du côté de la Micaline, on n'arrive pas à le dire, à l'indiquer. Que ça soit... Enfin, Arnaud Boissière, plus au départ, l'avait plutôt indiqué comme ça. C'est l'équipe à terre qui a plutôt changé les propos. Ce serait quand même bien... parce que là, je trouve qu'on prend un peu les gens pour des cons, pour tout vous dire. Or là, je serais surpris quand même qu'il n'y ait pas un abandon au bout. Et de toute manière, après, ça me semble très compliqué de s'en sortir. Je pense qu'il y a un abandon, peut-être parce que tout simplement, c'est une question de vivre à l'intérieur du bateau. Sébastien Marset. Alors, le problème est stable au niveau de son moteur et au niveau de tout son système de puissance. Je rappelle, Sébastien Marset, il y a 2-3 jours, avait cassé un câble de puissance qui fait que son moteur produisait de l'énergie, mais ne pouvait pas le distribuer aux batteries. Pour faire simple, le problème est, on va dire, stable, c'est-à-dire qu'il a remis le moteur en route, il a réussi à faire refonctionner son système électrique, mais encore une fois, il produit moins d'électricité qu'avant avec une charge moteur. Pour l'instant, le système est stable, mais il dit que ça reste quelque chose d'assez tendu jusqu'à la fin de ce Vendée Globe, quoi. Donc il va pas dormir correctement sur ses deux oreilles sur les 10 prochains jours de course. Sébastien Marset, donc il reste un petit peu tendu. Voilà. Le concurrent de Foussier Environnement qui va attaquer la zone de Molle, qui est très étendue, là on voit la zone de Molle, donc c'est l'anticyclone des Açores, mais qui est vraiment en mer. Des fois il est beaucoup plus sur l'Espagne, comme on l'a vu pour les concurrents de tête, là il est vraiment en mer, donc il bloque vraiment le passage des concurrents de devant. On retrouve ensuite Louis Duc, qui a posté un message pour Arnaud Boissière, pour essayer de le soutenir. Louis Duc avec Five Group, Lantana Environnement. 31 000, on voit que là ça s'est bien arrêté, on tape dans la molle. Donc là il n'y a pas de grande solution à part essayer d'avancer au maximum. Mais ça veut dire des nuits assez courtes pour les concurrents. Et puis Violette d'Orange qui continue 25e pour le moment, quasiment 300 000 de parcouru comme sur les 24 dernières heures. Hier elle était à quasiment 400 000, plus de 400 000 de parcouru. Elle disait... Bon, voilà, là, elle a arraché le chariot. Rail de grand voile, pardon. C'était pas le chariot, c'est un rail de grand voile qui a été arraché. Donc elle disait qu'il faut qu'elle répare ça. Puis elle voit que le bateau s'use. Elle disait voilà, il y a toujours des petites pièces, il y a des trucs qu'elle peut plus faire fonctionner correctement par rapport au début de course. Elle disait c'est vrai que on voit que le bateau s'use. Et que le bateau maintenant est plus en difficulté, qu'on a perdu des points de performance par exemple, qu'on a du mal à suivre les routages par rapport à la polaire du départ du bateau parce que cette polaire a été modifiée. Et voilà, elle voit que même si c'est un bateau, encore une fois, c'est le bateau Uber, un bateau fiable, on le sait, c'est un bateau qui fatigue désormais ce bateau-là. Avec Violette d'Orange, elle disait que elle prend toujours du plaisir. Elle disait aussi qu'elle... dans ses propos, elle soulignait qu'elle sait mieux gérer maintenant ses émotions. Elle pense que c'est là-dessus où elle a grandi énormément en tant que skippeuse, en tant que marin. Violette d'Orange, c'est sur sa gestion des émotions. Elle a dit savoir
savoir exprimer sa joie, son bonheur, savoir contempler également des choses à l'horizon. Voilà, elle a dit qu'elle a beaucoup appris sur ce Vendée Globe là-dessus. Un Vendée Globe, c'est encore une fois, c'est une performance sportive, mais c'est aussi, ça permet de se connaître un peu mieux. Comme c'est dur, c'est comme un Dakar, hein, tous ces trucs-là, ça vous permet de vous connaître mieux. Et Violette d'Orange, elle le disait, hein, ça me permet de mieux me connaître. Puis à 23 ans, elle ne se connaît pas encore parfaitement, elle va encore progresser, gagner en maturité. Elle est déjà très mature, mais elle va encore gagner en maturité dans le futur, Violette d'Orange, c'est sûr. Et c'est sûr que dans 4 ans, si elle repart dans 4 ans, il faudra faire attention à elle, Violette d'Orange. Kojiro, qui a fait encore une visio avec une école, Kojiro Shirashi, puis il y a un jour ou deux, le concurrent japonais avec DMG Mori Global One. Eh bien, ça continue d'avancer, voilà, du côté de Kojiro Shirashi. On ne sait pas si... Alors, le sponsor continue, mais on ne sait pas si Kojiro sera toujours sur le bateau du côté de DMG, du côté de Kojiro Shirashi. Samantha Davis, elle a dit qu'elle n'a pas envie de faire comme Jean Le Cam, donc grosso modo, c'était son dernier Vendée Globe, et qu'elle a dit elle veut repartir sur un projet, mais dans un nouveau rôle, c'est-à-dire plus derrière, donc il y aura peut-être une passation de témoins sur le bateau Initiative Cœur. Voilà, elle a dit... Et elle s'est baignée au Sable d'Olonne aussi, hier, ou aujourd'hui, je sais plus, puis elle a rejoint Clarisse Kramer. Mais voilà, Kojiro disait... Samantha Davis disait, je repartirai pas pour un Vendée Globe. Voilà, mon objectif est plutôt d'être maintenant peut-être derrière, de passer la main, après avoir réussi à finir ce deuxième Vendée Globe, après 4 participations. Guirec Soudé, enfin arrêtez Guirec. C'est ce que j'avais dit hier. Putain, il a eu un Atlantique Sud de bâtard par rapport à d'autres Guirec Soudé. C'est vrai qu'il a eu un Atlantique Sud qui marchait très bien avec un enchaînement très bon sur l'Atlantique. Bon, là, l'anticyclone des Açores l'a rattrapé. Faut qu'il fasse attention quand même parce qu'il n'a pas tant de marge que ça. Hein. Il a moins de 300 000 d'avance sur Kojiro. En sachant que Kojiro a un bateau plus rapide. Alors là, il va essayer de sortir de cette zone. Ouais, ça va être le cas dans une dizaine d'heures, donc il retrouvera du vent. Puis après, ça sera projection vers l'arrivée. Mais il faut savoir que lui, pour le moment, son estimation d'arrivée n'est pas hyper fiable parce que voilà, les conditions de météo sont pas encore... L'indice de confiance est faible, voilà, du côté de Guirec Soudé. Et puis après, la grosse bagarre entre Giancarlo Pedoté qui disait qu'il a du mal à suivre la cadence, Giancarlo, avec un bateau qui s'use. Notamment, il dit qu'il a du mal à monter en vitesse parce que son safran, il entend son safran craquer à droite à gauche, donc c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que Violette d'Orange disait aussi qu'elle entend des craquements, notamment sur la barre, au niveau des safrans, sur la barre pour diriger le bateau. Voilà, il y avait plein d'endroits où elle entend des croquements. Giancarlo Pedoté disait qu'il ne peut pas mettre le safran, il ne peut pas attaquer avec son safran, sinon il y a eu un problème aussi avec son système de barre. Giancarlo Pedoté disait il ne peut pas aller vite, on va dire, il essaye d'être le plus constant possible, et il essaye de s'accrocher surtout à Conrad Coleman, 4e, et Jeannot Le Cam, le match entre les deux, avec désormais 478 versus 520, 40 000 d'écart entre les deux, 42 000 d'écart, avec un Jean Le Cam qui va un petit peu plus vite, mais on voit que la VMC est assez proche entre ces deux bateaux, hein. 392 000 versus 385, et puis Isabelle Diochke qui commence à décrocher un peu du groupe de devant aussi, le groupe des 4 fous furieux. Damien Seguin qui essayait de s'échapper hier après une bonne journée, mais qui est quand même toujours poursuivi par Benjamin Ferré. On voit que l'écart est assez faible, une vingtaine de mille, parce que Benjamin Ferré aujourd'hui est allé extrêmement vite, 443 000, mais c'est pas le plus rapide du côté des bateaux adhérés de droite. Pourquoi ? Eh bien 444 000 du côté de Tanguy Le Turquet, donc toujours le combat entre les deux, et une vingtaine de mille d'écart, donc c'est vraiment un très très beau combat. Et puis Alan Roura qui voit tout ça et qui a fait une belle journée, parce qu'Alan Roura est allé un petit peu plus vite, 0,5 000 plus vite que Tanguy Le Turquet sur les 24 dernières heures, donc c'est lui qui est le plus rapide, mais on voit que ça se joue à vraiment pas grand chose. Et puis devant, eh bien, Yannick Bestaven et Romain Attanasio qui viennent de rentrer dans une zone d'arrivée. Romain Attanasio qui a un petit souci d'AIS, ce que disait Bestaven déjà hier. C'est-à-dire que, en fait, Romain Attanasio voit
les autres bateaux. Par contre, les autres bateaux ne peuvent pas le voir, c'est-à-dire qu'il est invisible. Donc c'est vrai que là on rentre maintenant dans une zone où il y a énormément de cargo, énormément de bateaux sur l'arrivée. Il y a aussi les bateaux de pêcheurs. Plus on se rapproche des Sables d'Olonne, plus c'est dangereux. Donc voilà, il ne veut pas faire le même problème qu'avait eu Boris Herman il y a quelques temps. Donc c'est un petit peu la concentration du côté de Romain Thanasio en ce moment. Et pour les 24 prochaines heures, il a dit qu'il a bien dormi ce matin, enfin hier soir ce matin. Oui, ce matin, oui, hier soir et ce matin, dans la nuit. Donc il a dit qu'il a bien récupéré. Il voulait montrer un petit peu l'extérieur, mais bon, il montrait que le temps était gris et pas très beau du côté de Romain Thanasio. Et puis voilà, maintenant, le grand final. Il finira certainement en moins de 85 jours, hein, Romain Thanasio. Donc très très belle performance pour le concurrent français qui devrait être en avance sur son record personnel, je pense, Romain Thanasio. Et puis aujourd'hui, Clarisse Kremer passait le chenal. Voilà, c'était aujourd'hui pour elle. Accueillie notamment par Samantha Davis, hein, parce que les deux ont fait quand même pendant très longtemps la course ensemble. Et elle disait que elle avait perdu 4 cm de tour de cuisse. Parce qu'il faut savoir que dans une course comme le Vendée, on utilise très peu les jambes. C'est les bras qui morflent beaucoup, mais les jambes sont très peu utilisées. Il y a une fonte musculaire sur un Vendée Globe au niveau des jambes. Et voilà, 4 cm, c'est une fonte musculaire assez importante. Et pourtant, c'est des concurrents et des concurrents qui sont prêts et prêtes physiquement. Mais c'est quelque chose, 80 jours en mer. Et voilà, 4 cm de tour de cuisse, impressionnant. Et puis il y avait du monde à l'arrivée. Mais je dirais que c'était quand même moins fun que Benjamin Dutreux du côté de Clarisse Kremer. Voilà, il y avait, on sent qu'elle avait déjà fait son arrivée à La Rochelle. Alors que Benjamin Dutreux, il y avait un côté très fun à l'arrivée avec les barbes rousses du côté de Benjamin Dutreux. On regarde qui a parcouru le plus de distance en 24 heures. Donc Alan Roura juste devant Tanguy Le Turquet, mais ça joue à 1 km près, même pas 1 km entre les deux. Isabelle Yoshke, Benjamin Ferré est 4e. Donc Benjamin Ferré a fait 4 km de moins que Tanguy Le Turquet. Donc ça veut dire rien du tout. Donc le match est très serré. On retrouve ensuite Damien Seguin, Jean Le Cam, Conrad Coleman. Là aussi c'est serré entre les deux. Jean Le Cam a fait 14 km de plus que Conrad Coleman. Et puis Giancarlo Pedoté, Romain Thanasio et Sébastien Marseille qui est dans le top 10. Et Denise Van Winberg est à 5100 milles de l'arrivée, c'est-à-dire moins de 9500 km de l'arrivée désormais pour le concurrent belge. Et au niveau des arrivées, eh bien, Romain Thanasio, c'est prévu donc demain dans l'après-midi, entre midi et 15h, avec un passage de chenal, peut-être à partir de 16h30. Pareil pour Yannick Bestaven. Et puis pour Damien Seguin, le 3 février, entre 10h et 18h. Benjamin Ferré à Tanguy Le Turquet, le 3 février, entre 16h et 22h. Donc on voit que ça va être très serré. Entre Isabelle Yoshke et Giancarlo Pedoté, on est entre le 3 février 20h et le 4 février 10h. Direct soudé vers le 7 février. Et de Kojiro à Sébastien Marseille entre le 8 et le 9. Ça n'a pas bougé du côté des horaires d'arrivée. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette journée de compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve demain, donc à peu près à la même heure pour voir l'arrivée de Romain Thanasio. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.